Ça m'arrivait la nuit, quand je me réveillais de faire des cauchemars, Ouais. je sentais comme si j'étais rempli de sang, quoi. L'odeur, elle me quittait plus, quoi. Et pendant 6 mois, 1 an, ça me le faisait. Et ça t'arrivait pas genre de devoir allumer la lumière pour vérifier que t'étais bien chez toi? Ouais, bah ouais. Je faisais chez mes parents, je faisais des rondes la nuit en machette. Le souffle du canon de Nicolas Mingasson propose une immersion au plus près des soldats atteints du syndrome de stress post-traumatique. La guerre se passe en fait, elle se passe après. Soit par la mort, soit par effectivement le traumatisme. Alors j'ai commencé à travailler sur la question de la mort en travaillant sur le deuil de guerre. Et c'est là où j'ai vraiment touché encore plus précisément la question du trauma, parce que je rencontrais des soldats qui avaient perdu des camarades et qui souvent étaient quand même assez abîmés. Donc c'est des gens qui sont figés en fait dans l'événement. Et quand on dit figé, c'est-à-dire ce qu'on appelle des moments de reviviscence. Ils replongent exactement dans l'instant traumatique avec les mêmes sensations, les mêmes peurs, les mêmes. Mais c'est compliqué à gérer parce que ça reste encore considéré, en tout cas dans les régiments et par tout le monde, comme une maladie du faible. J'avais honte. T'avais honte? Honte par rapport à mes hommes. Honte par rapport à mes chefs. Honte par rapport à l'institution. Et honte par rapport à mes valeurs. Le Centre des ressources des blessés de l'armée de terre, le CREBAT, offre des stages au cœur du parc du Mercantour qui aident ces femmes et ces hommes à se reconstruire après le choc de la guerre. Alors c'est une sorte de temps qui leur est donné pour réfléchir à faire le point sur leur parcours, là où ils en sont, et réfléchir à leur avenir. Et c'est aussi un espace de reconnaissance. C'est-à-dire que pour la première fois, souvent, en dehors de leur psychiatre ou de leur psychologue, l'armée les reconnaît dignement dans leurs blessures. Ça, il y a eu depuis quelques années une évolution incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tabou par rapport au stress post-traumatique. Ça existe, ils le savent, il faut traiter le problème. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut des moyens, quoi. Il faut des moyens, et là, ça ne dépend plus de l'armée, ça dépend du politique, ça dépend du civil. Hein. Renier les budgets de l'armée, c'est évidemment c'est du matériel en moins, mais alors, du matériel en moins, c'est des soldats fatigués, des soldats plus fragiles, et qui donc sont psychologiquement plus fragiles, quoi. Quand on est crevé, le moindre impact a plus de force. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'on retient beaucoup plus facilement les morts que les vivants, que ceux qu'on a réussi à ramener en France. Et quand je vois la liste là, je me dis que pour 4 mois passés en Afghanistan, elle est bien assez longue. Le réalisateur établit un lien de confiance avec les blessés, lui permettant d'accéder à leur intimité. Il obtient des témoignages sans filtre, pour un résultat poignant. Un Afghan brûlé de la tête aux pieds qu'on n'a pas pris en charge parce que financièrement ça aurait été trop coûteux, donc on l'a renvoyé dehors. Il était brûlé au 3e degré de la tête aux pieds. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont parlé aussi librement? C'est parce qu'ils savent que j'étais en Afghanistan. J'ai été en Centrafrique également. Ils savent que j'ai travaillé sur la question de la mort. Et donc, je ne suis pas de la famille, mais je suis en périphérie très très proche de la famille. Et donc je pouvais aussi travailler dans des conditions complètement différentes. Par exemple, toutes les séquences qui sont tournées dans les chambres, avec le caméraman, on dormait dans leur chambre. Donc on était complètement intégrés, il suffisait de mettre les choses en place, et ça change aussi énormément de choses, quoi. Moi, mon propos, c'est pas de dire que l'armée fait bien ou fait mal. Après, dans le film, on voit qu'il y a des défaillances, évidemment, mais c'est pas ça qui m'intéresse. On a encore ces petits automatismes qui restent, d'essayer de ne pas perdre le groupe, mais on essaie de voir les choses autrement. En se disant c'est pas grave, au pire, si je les vois pas, il n'y a pas de danger. C'est ça vraiment qui est dur, c'est de se dire il n'y a pas de danger.